pas trop quand même. Hein. Vous savez pas où vous allez. Alors, effectivement, j'étais très embêté quand Stéphane m'a proposé de parler de plan moyen. D'abord, je me suis dit qu'il pense à moi pour parler d'un plan moyen. C'est vrai que rien dans la vie de moyen n'est agréable. Un restaurant moyen, un amour moyen, un film moyen. Et en même temps, j'ai plutôt compris autrement son message. J'ai compris qu'en fait, il n'y avait pas moyen de faire sans moi. Et donc, voilà, c'est pour ça que je me suis un peu motivé pour venir faire cette petite conférence. Ah, d'accord, pas de problème. Et t'éloigner un tout petit peu, sinon je peux pas te filmer, voilà. Ok, pas de souci. Oui, voilà, donc je me suis dit que finalement, il y avait peut-être quelque chose à faire face à cette tâche qui me paraissait très difficile, pour vous dire la vérité. J'ai vu, grâce à la vidéo, maintenant on peut voir un film en accéléré, et je me disais, il n'y a jamais de plan moyen dans un film. Il n'y a jamais. Quasiment 2-3 de temps en temps, et jamais très pertinent. Et donc, je me suis dit quand même... Ça commence bien. La date arrive. Et évidemment, la chance est arrivée aussi avec la date, et j'ai trouvé quelques extraits qui me paraissaient intéressants. De la même façon, j'avais plein d'extraits en tête en disant, formidable ce plan moyen. Je regarde l'extrait, non, c'est un plan large. C'est un plan d'autres rapports. Et donc, aussi notre mémoire un peu nous triche avec nous, et effectivement, le plan moyen, c'est quelque chose de plutôt rare. Alors, pour commencer, puisqu'il faudrait bien commencer, donc est-ce que le plan moyen est moyen, voire médiocre? Est-ce que c'est un plan d'exposition plus qu'autre chose? C'est ce qu'on va tenter de voir un peu. Mais évidemment, si c'était le cas, je ne serais pas là et il n'y aurait pas cette petite conférence. Alors, juste pour rappeler très rapidement ce que c'est qu'un plan moyen, c'est le plan qui est juste là. Hop. Donc c'est au milieu des pieds, c'est de la tête avec un petit espace au-dessus, et des pieds. Parfois, on peut accepter, parce que vous savez, chacun a ses terminologies en disant oui, on peut ne pas voir les pieds, ça peut couper les pieds, parce que c'est vrai qu'au cinéma, souvent c'est un peu laid, les pieds. On est en train de montrer les chaussures, c'est pas agréable. Donc des fois, parfois, les gens peuvent couper juste au-dessus des pieds, mais en tout cas, voilà, plus ou moins des pieds jusqu'au-dessus de la tête, c'est le plan moyen. Et donc, vous connaissez le son des autres, j'ai cru comprendre que vous étiez habitués de ces conférences. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un plan moyen? En fait, finalement, le plan moyen permet pas mal de choses. Donc, de voir le personnage en entier. Et je me demande en quelle mesure, finalement, notre regard, c'est pas un regard moyen. On voit les choses, on voit les gens, peut-être dans un niveau moyen, en tout cas, on voit à peu près tout. Donc, ça permet de voir à la fois les expressions physiques, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle le cinéma muet a pas mal utilisé ce cadrage, les émotions avec les grimaces des personnages, les rictus et autres, les habits, donc le personnage en ce qu'il est, dans ce qu'il porte en soi, et en même temps, en plus du personnage, on voit le décor. Donc finalement, c'est un plan plutôt médian. On pourrait dire que c'est un plan médian, ça ferait moins vulgaire peut-être que plan moyen. Alors, c'est un plan qui sert à quoi? À tout voir finalement, et voir, à admirer, à mieux voir les choses peut-être, ce plan moyen. Donc il y a des cinéastes qui vont faire plus de plans moyens que d'autres, mais en tout cas l'idée c'est que c'est des plans qui sont plutôt naturels. À une époque, surtout au temps aux origines du cinéma, où le montage n'existe pas, où l'idée de gros plan n'est pas encore là pour tous en tout cas, et surtout l'idée de raccorder du plan large au plan moyen, finalement, il y a cette idée que le plan moyen permet au spectateur de tout choisir. Peut-être un plan du spectateur habituel de théâtre, par exemple, qui choisit de voir ce qu'il veut sur la scène. Et donc, c'est le plan le moins perturbant, peut-être, dans un sens, et qui accorde le plus de liberté au spectateur. Alors, il y a un réalisateur dont je crois que vous connaissez le nom, qui peut être quand même un de ces cinéastes qui a pas mal fait de plans moyens.
Georges Méliès, quand même incroyable réalisateur, acteur aussi d'ailleurs, scénariste, décorateur, tout ça de ses films. Et c'est un peu troublant de se dire qu'il a peut-être fait ce film à quelques Centaines de centaines mètres. de mètres d'ici. Et j'aurais tellement voulu que ce soit juste à côté. Centaines de mètres. Pas si loin. Pas si loin. Voilà, donc ce plan moyen permet de tout voir et en même temps de capter les expressions de visage. On est vraiment dans un plan qui donne de la liberté, on va dire ça tout simplement. Et alors, les plans moyens aussi, c'est les plans qui, pour le côté un peu négatif, on va dire tout simplement des choses, c'est les plans plutôt qui introduisent une séquence. Et alors là, l'extrait que je vais vous montrer, c'est un extrait très court qui n'est pas intéressant en soi, même si je vous montre un extrait d'un film d'Hitchcock, Rebecca, son premier film américain. Mais vous allez voir comment, le plus souvent, en tout cas, les réalisateurs pouvaient utiliser le plan moyen, comme je vais oublier, le plan moyen pour juste introduire une séquence et permettre après de redécouper dans la séquence. Donc un tout petit extrait au tout début de Rebecca, vous allez voir comment on passe d'un plan à l'autre. Come in. Oh, please don't care, Mr. Crawley. I was just wondering if you meant what you said the other day about showing me the run of things. Of course I did. Voilà, donc c'est juste pour montrer la chose. Et on présente le décor, on présente le personnage, après on se rapproche pour mieux voir la chose, mais on change le cadrage, donc ça ne nous intéresse pas. Et j'ai fait un saut dans la séquence. Et voilà, ça se termine. C'est presque une convention. Voilà, le plan moyen est un plan de recul, de finalisation de la séquence. Alors, il y a un autre type d'utilisation du plan séquence, du plan moyen. Alors, là encore, c'est un extrait très court, mais c'est juste pour bien montrer les choses et aussi jouer un peu sur les perspectives. Là, on passe au Japon, avec Gojira, si on veut être très pédant, Godzilla en 54. Alors, c'est ça un peu la magie du cinéma. Les soldats sont filmés en plan moyen, Godzilla aussi, mais pourtant il a l'air tellement plus grand, mais il envahit complètement le cadre, et donc ça dit quelque chose de sa puissance. Donc là encore, c'est plutôt une représentation assez simple du plan moyen. On va commencer à arriver petit à petit à l'analyse même de séquences. En même temps, donc, une des premières visions que je vais présenter du plan moyen, c'est un plan qui donne du plaisir, et surtout ce plaisir de tout voir, de tout pouvoir voir. Pardon. Alors, c'est une séquence un peu bonbon que je vous présentais là, ici. Plus de plaisir, l'analyse va être très 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 simple, c'est plutôt petit à petit qu'on va arriver petit à petit à l'analyse. Royal Wedding, donc on est dans la comédie musicale, on est en 51, c'est l'année qui précède la sortie de Singing in the Rain, vous verrez peut-être tout à l'heure. Et donc, on n'est pas avec Gene Kelly, mais avec Fred Astaire ici. Et dans la séquence que vous allez voir, il vient d'avoir un coup de téléphone, la femme qu'il aime lui dit oui, tout est possible. Il est dans son petit appartement et vous allez voir comment il va jouir de la séquence. Donc on va petit à petit éteindre la lumière pour mieux voir cette belle séquence. C'est vraiment un joyau de cinéma, vous allez voir. Et j'espère que vous allez l'apprécier en tout cas. Et comment le plan moyen est plus qu'un plan moyen, et comment on joue ici complètement avec les limites du plan moyen pour mettre en avant l'extraordinaire et croire à l'incroyable. Places that leave me breathless, and no wonder you're all the world to me.
extraordinaire. Quand on voit c'est un film comme celui-là, enfin un extrait comme celui-ci, en tout cas, on se dit le cinéma permet tout, et bien plus que tous les films à super-héros ou avec effets spéciaux. Et alors, évidemment, la question va venir, mais comment il a fait ? Je vous dirai un peu plus tard. Mais là, surtout, ce qui peut être beau, au-delà du spectaculaire, on est renvoyé à l'enfance, mais surtout, on a ce personnage qui exprime à quel point il est heureux d'être aimé, en retour de son amour, donc, et qui, au tout début, peut paraître un peu enfermé par le cadre, bien sûr. Et ce plan moyen le voit bien complètement enfermé, et il a beau monter sur les plafonds, sur les murs, tout ça, et il est toujours un peu enfermé, et à la toute fin, si vous avez fait attention, la caméra resserre et recadre de plus en plus le personnage. Et donc, il a cassé la rectitude du cadrage et il a amené la vie même à la caméra qui est obligée de le suivre. Lui, qui l'observait un peu à distance, un peu comme un animal en cage presque, dans un sens, où on pourrait dire au tout début en tout cas, il est le maître de l'action, il dirige la caméra. Et donc, évidemment, il y a aussi cette idée que le plan ne s'arrête jamais, qu'on ne peut pas tricher du tout, hein. C'est pas du remontage. Et donc, on a la vie qui est au cœur même de ce plan moyen. Donc, la question qui devait vous tarauder, c'est comment ils ont fait. En fait, la pièce est dans un cylindre qui tourne, la caméra est toujours fixe, par contre, et donc, évidemment, Fred Astaire est toujours sur ses pieds, en fait, et c'est simplement un décor qui passe du haut vers le bas, sans arrêt, comme ça, et qui, donc, évidemment, ça demande énormément de répétitions, mais voilà. Donc, voilà, rassurez-vous, il n'a pas des super pouvoirs qu'on ne soupçonnait pas. Cela dit, il a fait pas mal d'essais, je pense. Oui ? Oui, c'est dans un cylindre, le décor tourne, en fait, et la caméra est fixe, donc, lui est sur ses pieds, la caméra est toujours sur son trépied, et voilà. Donc, on va rentrer un peu plus dans l'analyse, j'espère. Toujours dans cette idée du plaisir que le cinéma et que... Alors, j'ai pas de réflexe, j'ai les bras trop courts, je crois. Et donc, non, là ça va. Donc, là, on va encore aborder ce cadrage qui permet de tout voir et de prendre plaisir à tout voir, peut-être trop bien voir. C'est peut-être la critique qu'on peut faire à un cadrage de ce type. On reste aux États-Unis, on est dans le film noir complètement, The Postman Always Rings Twice de T. Garnett, cinéaste extraordinaire qui a touché à tous les genres. Cette fois-ci, donc, avec le film noir, c'est un genre de cinéma, vous le savez, j'imagine, qui touche beaucoup à la tragédie. Un homme ne sait pas, mais il va vers sa mort, et souvent, il va aller vers sa mort à cause d'une femme fatale, qui va lui proposer de tuer son mari pour vivre heureuse avec lui. Et lui, évidemment, nigo comme il va accepter, et après, il va bien se faire avoir. En général, et donc, on sait, mais de façon évidente, quand on va voir ce genre de film, bien avant qu'on ait théorisé dessus, hein, que le personnage est voué à la mort, ou à la prison au mieux. Et donc, je vous ai coupé un peu le début de l'extrait, de la scène d'ouverture. Donc, on est aux 3-4 premières minutes du film, et le personnage principal, donc John Garfield, arrive comme ça sur un restaurant de bord de route. Et il y a une affiche, Man Wanted. Il dit, tiens, bon, regarde. C'est pas tellement qu'il vient pour le boulot, mais il l'a vu. Il sait qu'un travail peut-être va être ici. Mais évidemment, Man Wanted, si on a vu quelques films de western, quelques films policiers, on sait bien qu'il y a déjà une menace derrière ce carton. Donc voilà, dans l'extrait que vous allez voir, il remonte l'allée pour le restaurant, il va rencontrer le patron du restaurant qui va lui penser qu'il vient exclusivement pour son boulot. Et maintenant, je vous laisse apprécier dans cet extrait qu'on va lancer dans quelques secondes, comment le plan moyen permet de tout voir et annoncer un peu le côté dramatique du destin funeste du personnage. Et évidemment, par petits moments, vous allez voir qu'il va y avoir des recadrages, mais qui vont permettre justement de jouer avec l'attention du spectateur. On va lancer cette scène presque d'ouverture du facteur Ce jour de foi de T. Garnett dans quelques secondes. Good morning, my friend. I'll tell you all about that job. All you gotta do is, help around the place. Well, right now I got a certain trouble that keeps me from working. You look healthy. My feet. They keep itching for me to go places.
But it's a nice place you got around here. How's the food? I'll make you a wonderful hamburger, free of charge. Yeah? Just to show you the kind of food that goes with the job. You know anything about automobiles? Oh, I'm a born mechanic. Swell. Sit down. Of course, the job doesn't pay all the money in the world, you know. But you got no expenses. You eat and sleep right here. A fine bed, box spring and mattress. Fresh air, sunshine. Boy, you'll be living. Suppose I try it for a couple of days. Yeah. Oh. Customer. Go ahead. We're not going to make any money in here. I'll look after the hamburger. Thanks. Don't go away. Drop this? Thanks. That's it. Burn it up. I can tell my wife you're going to stay. Your wife? I gotta put it to help us. Maybe he's up to the Là encore, un film prenant. Là, tout de suite, on est complètement dans l'ambiance, hein, j'espère. Et comme je vous disais, les plans moyens du film sont parfois là vraiment pour nous révéler ce qu'il va advenir dans le film, et en particulier tout le travail des ombres qui sont portées soit sur les murs, soit sur le sol, soit sur le personnage lui-même. Alors par moments, on a des plans qui vont voir que son visage, montrer que son visage, mais justement pour presque reposer le spectateur, pour revenir à des plans moyens, pour mieux voir, encore rappeler tous ces signes plutôt de mauvais augure pour le personnage principal. Donc, sur le tout début, en fait, alors, je vais me permettre de jouer un peu avec la souris pour remontrer les moments de l'extrait. Et après, j'ai des photos pour revenir sur les choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est que donc, les plans moyens du début sont... là, par exemple, quand on a le personnage qui... On n'a peut-être pas besoin d'éteindre pour les photos. On a... merci. En fait, on a surtout la mise en avant d'un détail intéressant. C'est que le personnage est déjà prisonnier de ce travail qu'il n'a pas encore accepté, de ces lieux qu'il ne connaît même pas encore, puisqu'on a le patron là, qui le prend par le bras, comme ça, d'un geste très cordial, plein d'amitié, mais si ça vous arrivait dans la rue, vous seriez un peu gêné, si quelqu'un vous prenait comme ça par le bras. Enfin, on ne sait jamais, hein. Mais je ne connais pas trop les mœurs montreuilloises, mais il y a quelque chose qui, dès le début, nous dit « Ah, on a mis le grappin sur lui, et d'autant qu'ils sont filmés de dos. S'ils étaient de face, on aurait moins cette impression du policier qui emmène quelqu'un dans une prison, pour ainsi dire. » Et avec cette main blanche sur cette veste plutôt sombre, on voit encore plus l'emprise de la main sur le personnage. Et le fait que, même à un moment donné, il veuille... fasse attention à la chose. Après, il se relaisse prendre par le patron qui l'emmène à l'intérieur du restaurant. Et il faut bien comprendre que à cette époque, dans le cinéma américain, hollywoodien, tous les intérieurs étaient refabriqués en studio. Donc pensez bien que toutes les images, tous les éclairages sont complètement voulus.
Et regardez son entrée dans le restaurant. Alors déjà, écoutez le ton de la voix du patron tout d'un coup, qui est fort sympathique pour l'instant. Oh, born mechanic. Swell. Sit down. Of course, the job doesn't pay all the money in the... Soudain, vous voyez à quel point il y a une injonction, il est déjà en tôle. Allez, tu t'assois, mon gars, et il était en tôle. Et il était en tôle, d'autant plus qu'on voit la prison derrière lui, avec cette ombre assez étonnante, avec une ombre croisée, alors que les stores, jusqu'à présent, ne devraient peut-être pas proposer ce genre d'ombre, oui, hein, et il est tout de suite dans la prison qui va être la sienne pendant tout le film. Alors, on a, en plan moyen, donc on a le patron, et on voit toute sa liberté. Il est très volubile, il va de gauche à droite, enfin de haut en bas. Et alors que nous, notre personnage principal, je n'ose dire le héros parce que c'est plutôt l'anti-héros ici, il est bloqué par le comptoir et il devrait être vu en entier, mais il est même, on a coupé un peu de son corps à cause du comptoir. Donc, et si on commence à voir aussi sur sa veste, on voit déjà les barreaux qui sont reflétés sur lui. La prison l'enferme de plus en plus. Et donc, alors, il y a tout un jeu aussi avec le regard de notre personnage principal qui va donc regarder derrière lui, voilà, comme si le réalisateur nous annonçait, nous invitait à bien voir cette cage dans laquelle il est et que lui ne voit pas. Mais tel le héros tragique, il ne connaît pas, il ne voit pas son destin funeste arriver. Mais nous, on le voit pour lui. Donc on a ce gain sur lui, attention, et on a un peu d'empathie pour lui. C'est le personnage qu'on a suivi depuis le début, on a envie que ça aille bien pour lui, mais évidemment, les événements vont faire que ça ira un peu moins bien dans quelques minutes. Et alors, Fresh air? Sunshine? Boy, you'll be living. donc là, une ironie tragique assez terrible, hein, ce sera la belle vie. Il faut croire que non, vu ce qu'on voit et vu le côté sombre de l'image. Et donc, il y a un automobiliste qui arrive pour demander de l'essence. On lui délègue le hamburger qui est en train de cuire, donc c'est une tâche plutôt simple. Et évidemment, va arriver la femme fatale du film. Alors, et faites attention à l'arrivée de la femme fatale. On pourrait se dire qu'elle descend comme ça et que voilà, elle a perdu son rouge à lèvres, elle vient le récupérer. Regardez, faites attention à la manipulation de la mise en scène. Il y a quelque chose de purement impossible dans ce qui vient de se passer. Le mari sort à l'instant, on a vu derrière eux la porte avec les escaliers dans laquelle elle est là à l'instant, et on se rend compte qu'il n'y a personne. Là, il n'y a personne là. Knock away. Donc elle était aux aguets. Elle attendait pour sauter sur cet homme. Et du coup, cette offre d'emploi qui peut être une annonce pour arrêter un fugitif et autres, peut être aussi une troisième signification. On cherche un homme ici, peut-être. Et donc, on a ce plan sur un rouge à lèvres. Il n'y a rien d'extraordinaire à filmer un rouge à lèvres. Mais ce qui va être intéressant, c'est comment on va suivre le rouge à lèvres pour filmer le vide, ou presque. De filmer au sol ces barreaux de prison, ces barreaux qui enferment les personnages. Et donc, on voit que pour aller à la femme, il va falloir passer par la case prison de toute évidence. Et plan de présentation de l'héroïne, on n'a jamais vu jusqu'à présent. Simplement ses jambes, donc on comprend bien qu'il est attiré par ses yeux avant tout. Non, pas par ses jambes, je me trompais de... Mais donc, il y a vraiment cette idée qu'évidemment, on comprend tout de son obsession charnelle pour la jeune femme. Et dans un léger délire analytique, j'aurais envie de me dire que finalement, ces deux jambes, sont finalement dans la continuité de ces barreaux qu'on voit au sol. Et que finalement, il va être un peu emprisonné par le charnel de cette femme. Et, pour continuer... L'apparition de la musique nous dit bien que c'est un moment très particulier, et plan moyen qui nous présente donc cette jeune femme
et pour mieux voir à quel point elle rayonne de beauté, d'abord, mais de blancheur angélique. On voit bien qu'il n'y a aucune des ombres portées qu'on voyait partout dans le restaurant sur elle. Elle est vraiment immaculée, on va dire. Et évidemment, il faut se méfier de ces femmes trop belles dans ces films-là. Elle a un côté de jeune fille bien sous rapport. Et voilà. Et donc, les plans moyens... Attends, on ne voit plus là. Mais vous voyez bien là que, par exemple, entre les stores derrière lui, les reflets sur le comptoir, au sol, sur lui, la prison envahit de plus en plus le décor. Évidemment, le plan moyen permet de mieux voir la chose. Et même, finalement, là, quand il va ramasser le rouge à lèvres, et lui, il va tenter de jouer de sa puissance avec la femme, finalement, on peut se dire aussi, finalement, que là, il se prosterne dans un sens. Finalement, il est un peu à genoux devant elle, mais il ne s'en rend pas compte. Et voilà. Il y a toujours le plan moyen, donc, sur la femme, montre bien à quel point elle est lointaine, alors que lui, il la voudrait si proche. On voit encore les barreaux sur lui, hein, mais il y a ce jeu sur la distance, il y a quand même deux images, deux mondes, l'un à côté de l'autre, et pourtant, qui ne risquent pas vraiment de pouvoir vraiment atteindre. Et évidemment, là, il joue un homme très macho, mais comme on a bien vu que le rouge à lèvres était tombé de façon un peu suspicieuse, c'est que c'est plutôt elle qui l'a hameçonné. En fait, elle a envoyé un hameçon pour l'attraper, mais ils ne se rendent pas compte. Mais nous, si on est très attentifs, on s'en rend compte. Donc, et donc, il y a la disparition de ce corps trop beau. Et donc là, l'hamburger qui a brûlé, donc, parce qu'il a trop pensé à la femme, le hamburger brûle. Lui, qui avait qu'une seule tâche, c'est de s'occuper du hamburger, n'y arrivera pas. Et donc, on voit bien qu'il peut y avoir un lien entre lui, il y a une figure de la calcination. Le hamburger, le carton à la fin. La question qu'on peut se poser, pourquoi brûler le carton d'abord? Il n'y a pas vraiment de raison logique, mais évidemment, c'est pour faire un lien entre les choses. Et donc, il jette l'hamburger, comme lui-même va se jeter dans la gueule du loup, ou bien... Et surtout, c'est que lui qui avançait vraiment au pas jusqu'à présent, il traînait, il dit vraiment, même s'il dit qu'il avait les pieds qui le démangent, à un moment donné, c'était plutôt pour dire à quel point il n'avait pas de but dans la vie. Vous voyez que tout d'un coup, il va être réveillé par la vision qu'il a eue. Il saute par-dessus le comptoir. Bon, pourquoi? Et surtout, le plan d'après, ça va être un fondu enchaîné entre ce plan et le plan suivant. On n'a eu que des plans cut jusqu'à présent, on est vraiment dans la norme ici, mais pourquoi on a fondu enchaîné? Pour une raison très simple. Il saute d'un plan pour sauter dans l'autre. Il réapparaît dans l'autre plan comme s'il avait sauté dans le feu, et il y a la figure du hamburger qui est calcinée. Donc il se jette inconsciemment dans le feu, il ne voit pas à quel point il est déjà mort, il est déjà calciné. Ici, on a le carton Man Wanted, donc évidemment c'est lui, le carton Man Wanted, l'homme qui brûle, qui est en recherche. Et comme il est au pied du feu, comme s'il était de toute manière, lui en train d'être mis à feu au bûcher. That's it. Burn it up. I can tell my wife you're going to stay. Your wife? Ah, il a un semblant de morale, ce monsieur. On ne couche pas avec la femme de son prochain, de son voisin. Mais elle est quand même trop belle, visiblement. Et c'est là où on va perdre toute empathie pour lui. Toujours ce plan moyen d'elle qui se montre bien comme il faut. Et donc là, on a de nouveau ce carton qui brûle. On l'a vu lui brûler, on l'a vu le hamburger brûler, c'est fini pour lui. Il est mort, quoi. Alors, donc dans les quelques figures dans l'emprisonnement qu'on peut voir dans l'extrait, il y a le mari, le patron qui l'emmène en tôle. Il est en tôle, là. Il y a la tôle qui est partout. Il y a même, je trouve que le petit tapis Ikea derrière, qui met bien en avant les jambes, lui qui est bariolé de ses barreaux. Et là encore, elle qui reste toujours si belle et si pure.
Évidemment, on peut voir quelque chose de l'uniforme du bagnard, quoi, enfin du prisonnier avec ses barreaux, ses stries sur son costume. Et évidemment, donc, le maniement de titre, ça peut être à la fois, bon, on recherche un boulot, on cherche quelqu'un, et évidemment, il y a cet homme qui est recherché par la femme du patron. Alors, si vous avez vu le film, vous savez qu'il a la chaise électrique à la fin, donc, je vais spoiler le film peut-être. Mais évidemment, on sait que ça, il finira par se marier en plein enfant. Et donc, il y a quelque chose un peu de cette calcination avec l'hamburger. Et lui qui est sur le feu et dans ce bûcher, il ne se rend pas compte qu'il se met à mort. Et ce qui est intéressant, c'est que le rouge à lèvres, on appelle ça en anglais bullet lipstick. Donc, c'est une balle qu'elle lui envoie, quoi. C'est quand même plutôt de mauvais augure, enfin. Et là, donc, je suis assez fier quand même, c'est l'attitude de la femme. Elle est très très belle, elle est rayonnante, elle est immaculée, virginale, mais je trouve que les attitudes qu'elle a avec les mains me font penser à une menthe religieuse. Et vous connaissez tous quand même les mœurs très spéciales, les mœurs et les menthes religieuses. Et je trouve quand même que le petit foulard comme ça qu'elle a sur la tête met en avant quand même ses yeux qui, alors bon, je ne cacherai pas que j'ai une préférence pour Luc plutôt que l'autre, mais je ne sais pas laquelle, voilà, je trouve qu'elle a quelque chose de la montre religieuse. Je ne peux pas imaginer que ce ne soit pas le cas dans le film. Alors, deuxième étape, donc, on va plutôt parler du cadre, et d'un cadre plutôt neutre, celui du plan moyen. Donc, alors, mais est-ce qu'un plan moyen n'offre pas de point de vue? C'est une question qu'on peut se poser ici. Donc je reviens à un de mes réalisateurs fétiches, même si ce n'était pas son plus grand film, Paul Thomas Anderson. Donc The Master, donc un film de 2012, c'est un film qui reprend un peu le trajet de la scientologie, si vous voulez, sans trouver les mêmes noms, mais pour des raisons légales. Joaquin Phoenix qui propose une de ses interprétations folles, vraiment jusqu'au bout, on va dire. Et alors, dans le film, on a Philip Seymour Hoffman, qui est donc le patron de cette secte dont on ne dit pas qu'elle est la scientologie, donc qui serait l'équivalent de Ron Hubbard. Et à côté, donc, on a Joaquin Phoenix, qui est un peu son âme damnée. Il voit en lui un père, il voit quelqu'un qui lui offre tout, qui lui donne une place dans la société, qui lui fournit des drogues surtout. Et au moment précis, de l'extrait que je vais vous présenter, la police vient arrêter le The Master, donc ce gourou en fait, parce qu'il a détourné de l'argent, il a volé un yacht à une dame qui s'est plainte à la police, enfin bref. Et donc, le maître est emmené en prison et Joaquin Phoenix est pris de rage, il se met à se rebeller contre la police et donc il est emmené avec son maître dans la cellule. Et c'est l'extrait que vous allez voir dans quelques secondes. Et faites bien attention à l'utilisation du cadre, du plan moyen donc, et comment il dit quelque chose sur les personnages et comment ils évoluent dans leur relation. Vous l'avez compris pour ce que je disais, au début, donc Joaquin Phoenix est vraiment fasciné par ce maître, et il en est presque l'esclave, peut-être même, et vous allez voir comment le plan moyen va montrer l'évolution de leur relation. Oui, merci. Ah oui, pardon, ce que j'ai oublié de dire, mais on doit essayer d'éteindre quand même. Donc oui, j'ai oublié. Paul Thomas Anderson disait qu'il s'est inspiré des duels entre donc, Bjorn et John McEnroe et Ivan Lendl et John McEnroe. Si vous avez vécu les années 70 et 80, c'était quand même les deux grands, les deux grands adversaires et finalement c'est une relation de haine et d'amour qu'ont pu avoir surtout Bjorn et McEnroe. Lendl, il a fallu attendre très longtemps, ces années, enfin aujourd'hui même, pour qu'ils soient un peu amis. Mais bref, voilà, c'est un peu ça, autour de ça que le film est construit. Du coup, maintenant, on peut éteindre. Merci.
Your fear of capture and imprisonment is an implant from millions of years ago. This battle has been with you from before you know. This is not you. Shut the fuck up! It's not you. Shut the fuck up! It's not you. You are asleep. Your spirit was freed. Moving from body to the next body. Free. Free for a moment. Then it was captured by an invader force bent on turning you to the darkest way. You've been implanted with a push-pull mechanism that keeps you fearful of authority and destructive. We are in the middle of a battle that's 1 trillion years in the making, and it's bigger than the both of us. You're making this shit up. You make this shit up. You don't know what you're talking about. I don't know what I'm talking about. No. I give you the facts. Don't give They me are not facts. What facts? They are fucking facts! What facts? Fuck you! Fuck you! Fuck you! Why don't you kick Fuck the you! bed some more? Fuck you! Fuck you, you Fuck lazy you! ass piece of Fuck shit! you, I'm not lazy. I'm done, you're fucking lazy! No, you make shit. You're fucking lazy! I I make shit up! hate you. Oh, Your son fucking hates you. all they do! Who Your son fucking hates likes you except for me? Nobody. Except for me! No, you don't fucking Who likes you except for me? Except for me! You shut up. I'm the only one who likes you! Fuck you, Jim. Fuck you. Just me, Freddie. Just you. I'm the only one that likes you. The only one. You're fucking drunk. And I'm done with you. On est comme souvent chez Paul Thomas Anderson dans l'intensité et dans l'intensité du jeu d'acteur. Et donc vous l'avez compris, je ne l'ai pas dit, mais c'est son maître, mais il vient de comprendre que son maître est faillible, puisqu'il est emporté comme ça par la justice pour être mis en prison. C'est pour ça qu'il craque à ce moment-là, et donc il dit toute sa haine, c'est un amour caché dans un sens, mais à son maître ici. Alors, on va plutôt procéder par photo. Et donc, il y a quelque chose qui est un peu de la figure du miroir ici, évidemment, entre ces deux cellules qui sont côte à côte. Et ce qui est intéressant, c'est comment on voit, donc, dès le début, comment Joaquin Phoenix va être propulsé dans le monde de son maître. Il est simplement au début dans le couloir, comment un panoramique l'amène là, et il va être mis en comparaison avec son maître. Et donc, évidemment, au tout début, rien ne les apparente. Il y a un déséquilibre par la prestance donc, du maître, et comment lui, finalement, ne veut pas voir ça. Il commence à se cacher la tête sous le lit. Il a une gestuelle assez hystérique, et évidemment, même le cadrage, vous savez bien qu'on dit souvent, c'est une vérité malgré tout, même si il y a des exceptions, que dans une sens de lecture d'une image, c'est plutôt à droite qu'on met la préférence, et à gauche ce qu'on voit le moins, finalement, et donc on voit bien que le maître étant à droite, on le voit, il a une importance, et qui est l'importance qu'il y a dans l'esprit de Joaquin Phoenix. Et donc, en fait, petit à petit, on va voir les différences qui vont devenir des oppositions, en fait. Les différences physiques vont dire à quel point c'est de moins en moins un miroir, ces deux cellules l'une à côté de l'autre. Et vraiment, un mur va se former à la place de la surface réfléchissante, admettons, du miroir. Et donc voilà, et ça va marcher aussi sur le fait de casser le plan fixe. Ça peut être très impressionnant d'avoir cette très longue séquence comme ça pendant 8 minutes, ou un peu moins, figée, fixe. Mais Paul Thomas Anderson va amener du montage. Et donc, on va briser, en fait, par les recadrages, ce mimétisme, ces deux qui se reflètent très éventuellement petit à petit. Alors, donc, à 3 reprises, il y aura ces plans qui vont venir casser la chose, et on voit bien que finalement les visages commencent à disparaître,
de moins en moins, ils sont face à face et le reflet de l'autre, et ils sont même plutôt en opposition, et avec une opposition absolue à la toute fin. Donc, on va voir mieux que ça. Donc, au début, il y avait cette agitation, et le côté de la prestance du maître, et à la fin, lui qui est libéré, ce qui est un peu paradoxal dans une prison, mais parce qu'on ne le voit plus, il est caché comme ça dans l'ombre, et alors que le maître, lui, devient un homme normal, là, il a des besoins physiologiques, il urine, et d'ailleurs, à propos d'urinoir, c'est vrai qu'une des premières choses qui marque la cassure entre les deux, dans l'imétisme, en tout cas dans la correspondance du miroir, c'est que Joaquin Phoenix casse les toilettes, qui casse vraiment cette idée, qui commence à casser en tout cas le parallélisme et les ressemblances potentielles entre les deux personnages. Et là encore, il me semble qu'il y a une vraie intelligence, ou une prise de risque peut-être, à tout faire à distance, avec ce plan moyen. Et si on avait fait ça de façon un peu dramatique, avec des très gros plans sans arrêt, avec uniquement les barreaux qui les séparent, comme on le voit à certains moments, qui montrerait bien que... qui parlera de la relativité de l'enfermement. Qui est enfermé, celui qui est derrière les barreaux ou de l'autre côté? Là, c'est ce que ça dit un tout petit peu. Donc, il y a d'autres films où le cadrage est peut-être plus important que l'action même. Et je vais vous montrer un extrait de Full Metal Jacket, de Kubrick, bien sûr, et une séquence d'entraînement. Alors, vous l'avez certainement vu, hein, mais vous savez que donc il y a ces jeunes recrues qu'on envoie à la guerre du Vietnam, et certains qui sont préparés physiquement comme intellectuellement, et d'autres qui sont pas préparés physiquement, au moins, et encore moins peut-être intellectuellement, à l'entraînement et partir à la guerre. Et donc, ce qu'on va voir dans ce petit extrait, c'est comment le cadrage va supplanter tout simplement le personnage principal, enfin le personnage de cette séquence est pareil, donc c'est le souffre-douleur du film, baleine en français, vous allez voir dans ce titre, c'est baleine, mais c'est pareil en anglais, comme pareil. Et voilà, donc on va voir cette séquence assez simple, muette, ça va nous reposer la séquence d'avant, et enfin, reposer, en tout cas... mais faites bien attention à comment le cadre et les cadrages, les recadrages, les surcadrages donc, vont en fait enfermer et montrer plus l'enfermement que les personnages dans cette séquence. Donc on va voir ce petit extrait, merci. It should take you no less than 10 fucking seconds to negotiate this obstacle. Quickly, move it out. There ain't one swinging deck private this platoon's gonna graduate until they can get this obstacle down to less than 10 fucking seconds. You
Get up and over! Move it, move it, move it! Are you quitting on me? Well, are you? Then quit, you slimy fucking Walrus fucking piece of shit! Get the fuck off of my obstacle! Get the fuck down off of my obstacle! Now! Move it! I'm gonna rip your balls off so you cannot contaminate the rest of the world! I will motivate you, Private Pyle, if it short dicks every cannibal on the Congo! Des dialogues qui sont presque improvisés par le sergent instructeur, qui était vraiment un sergent instructeur qui avait fait les guerres du Vietnam, qui avait préparé des générations de GIs pour partir au front. Et là, comme je vous disais, le décor, les cadres, finalement, sont plus importants que le sujet. Alors, le premier plan, là, quand on voit le groupe qui avance comme ça, uni, il y a vraiment cette impression de vie, tout simplement, même s'ils sont pas individualisés, ils sont uniformisés même par ce qu'ils portent, mais aussi par la grappe humaine, mais en même temps, il y a des êtres humains qui sont à l'air libre. Et ça a vite changé. En fait, dès les premiers exercices où ils montent à la corde, par exemple, on voit bien qu'il y a l'architecture de la grès montre bien l'idée du cadre et de personnages qui tentent de dépasser les limites du cadre, même de l'image, dans un sens, et qui sont enfermés par ce décor. Ils tentent contrairement à Fred Astaire tout à l'heure, qui arrivait à faire fi des lois physiques et du décor, là, ils sont quand même aux limites du cadre, et on les voit en train d'être à l'air libre, et pourtant enfermés, et même chose, là, c'est le seul plan qui donne une vague liberté, mais ils sont tellement petits dans le décor que ça revient à la même chose. Et même chose, là, quand ils refont ces autres exercices, ils sont toujours entre ces poteaux. C'est pas simplement l'enfermement, mais c'est vraiment cette idée qu'il n'existe pas dans ce cadre. Et même dans le moment là où ils se battent, on a Gomer Pyle qui est éjecté de la limite du cadre qui est fait avec les boudins sur le sol. Donc des personnages qui jouent simplement avec les limites du décor, qui tentent de s'échapper finalement du côté militaire de cette vie qu'ils n'ont pas décidé vraiment de suivre. Et on a un moment, un plan comme ça, d'un personnage qui observe, qui casse vraiment avec cette logique du plan moyen et de personnages qui sont déshumanisés, même dans un sens, et qui nous permet aussi d'avoir un recul face à la mécanicité de ce qui se passe. Et là encore, on voit bien des personnages qui sont bloqués par le décor, surtout Gomer Pyle qui n'arrive pas à s'en échapper, jusqu'à le dernier agrès où en fait on voit bien qu'il monte, c'est une montée sans fin, une chute sans fin. J'ai mis des flèches pour accentuer l'idée d'une montée qui est aussi pénible que la descente, et des personnages qui sont, on ne les voit pas avant, on ne les voit pas après, c'est des personnages qui sont physiquement comme des papillons dans un album comme ça, ils sont posés comme ça, mais ils ne sont pas du tout libres. Et donc, si on fait le lien entre le premier et le dernier plan de la séquence, on voit bien à quel point il n'a pas réussi à s'échapper de cet enfermement. Alors, pour finir, un jeu avec le cadre moyen. Alors, on part en Inde, cette fois-ci, avec Satyajit Ray. Alors, vous connaissez tous, j'imagine, la trilogie d'Apu. On est dans un film un peu plus urbain, un peu plus contemporain. C'est un film de 65. C'est un tout petit film, a priori, film d'1h10, je crois. Et la scène que je vous présentais débute, c'est à peu près 10 minutes de film à peu près, environ, un peu moins même. Et on est à la gare, dans une campagne perdue, il pleut, et un jeune homme arrive, et j'ai même une photo, et il est accueilli par un type à la gare. Alors, c'est le jeune homme qui arrive, il est accueilli par ce type qui dit « Vous savez pas où dormir, mais venez dormir à la maison ». Et c'est la femme du mari. Et dès que l'invité rentre dans la maison, il voit la femme, il s'échange un regard, on a tout de suite compris, il n'y a pas un mot, qu'ils se connaissent, qu'ils se sont connus par le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas bien, mais ils se sont connus. Elle refuse de parler, elle s'échappe dans sa chambre, lui il est bien gêné, il est piégé dans cet appartement, dans cette maison, et loin de tout, mais il n'a rien,
c'est le seul endroit où on peut l'accueillir. Et il se change, il se lave, il vient pour boire un verre avec le mari, qui n'est évidemment au courant de rien. Et vous allez voir comment ces personnages qui vont se parler à distance, le jeune homme, l'invité et la femme, et comment le mari va être présenté comme un obstacle à leur réunion. Alors la question c'est de quel point de vue on est. On est surtout du point de vue de l'homme, du jeune homme, l'invité, et les choses vont peut-être un peu changer. Voilà, donc, et oui, et dernière précision, donc, la question pourra se poser sur le plan moyen. Moi j'ai une idée d'un plan moyen assis. Ça va mettre dans les ouvrages. On peut être, un plan moyen, c'est quand on est filmé en entier des pieds à la tête, mais si on est assis, on est toujours en plan moyen ou pas? Alors, moi, je pars du principe que c'est un plan moyen, mais qui permet d'avoir un vide au-dessus de la tête et qui écrase un peu plus les personnages. Voilà. Donc, on va voir ce petit extrait de Capoluche, le lâche de cet Exutrail. একটা শেরি অন্তত খান। All right. শেরি or whiskey. আর তোমার? একটা অরেঞ্জ। জীবনে সব রকম অভিজ্ঞতা থাকা উচিত, নইলে সেসব নিয়ে লিখবেন কি করে বসাই? হ্যাঁ, আমি আমার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করছিলাম যে আপনার নাম শুনেছে কিনা। ও আমার বাংলা ম্যাগাজিন ট্যাগাজিন পড়ে কিনা। তা বললো যে কলেজে অমিতাভ রায় বলে একটি ছেলেকে ও চিনত, কিন্তু নাটক কি চিত্রনাট্যকার অমিতাভ রায়ের নাম শোনেনি। না শোনাই স্বাভাবিক, আর এই তো সবে আমার তৃতীয় ছবি। আর তাছাড়া খ্যাতি হলেও সেটা যে এত দূরে এসে পৌঁছবে তার সম্ভাবনা কম। যা বলেছেন মশাই, এই গড ফরসেকেন কান্ট্রিতে কোনো খবর এসেই পৌঁছয় না। কালকে বুঝেছেন মিস্টার রয়, যদি দিনটা ভালো থাকে ভাবছি আপনাকে নিয়ে একটু ঘুরে আসবো। কাল রোববার আছে and there's a lovely picnic spot. হয়তো আপনার ফিল্মেও কাজে লেগে যেতে পারে। কতদিন বাংলা ছবি দেখি না, কলকাতায় গেলে তবু সুযোগ আসে, তোমার কল্যাণে তারও জন্য। বাংলা ছবি কেন? কিছু মনে করবেন না মিস্টার রয়, এই বাংলা মানে বাঙালি জাতটা প্রেজেন্ট জেনারেশনে সেই মোরাল ফাইবারটাই আর নেই, and that is reflected in everything we do, everything. সে ফিল্মই বলুন, পলিটিক্সই বলুন, আর আচ্ছা, একজন বাঙালি ভদ্রলোককে বাড়িতে ডেকে নিয়ে সব কথা বলার কোনো প্রয়োজন আছে কি? সার্টেনলি। বাঙালির নিন্দে করব বাঙালির কাছে, আর প্রশংসা যদি করতে হয় তো অন্যের কাছে করবো, ঠিক না? কি মনে? ঠিক। ভালো ছাত্র ছিলাম মরাই, জানেন, ভালো ডিবেট করতাম, নাম হয়েছিল। Got a first in economics. আপনার কি সাবজেক্ট ছিল? ডিগ্রি তো একটা আছে। আছে ফিল্মের? না। তবে বিএ অর্থনীতি। অর্থ? I see. Then you have a lot in common. A lot. Voilà. Beaucoup de choses en commun et la caméra appuie un peu sur leur ressemblance. Comme je vous disais, alors après on peut discuter sur la notion du plan moyen, mais moi j'y crois beaucoup à ce plan moyen assis qui, au tout début donc, on a ces personnages qui sont là, mais vous voyez quand il y a tout ce vide, on pourrait même dire que c'est un cadrage assez laid dans un sens, avec trop de vide peut-être. Et donc on a ce mari là qui un obstacle entre ces deux,
la même chose. Il se lève en plus même pour accentuer le barrage entre l'amant et la femme, enfin l'ancien amant, et il se lève pour aller chercher un cendrier. On pourrait se dire, quand il se lève pour aller chercher le cendrier, ça devrait laisser la place vide, et donc rapprocher ces deux anciens amants. Et justement, à ce moment-là, cette légèreté ne montre pas le vide entre les deux, mais montre un détail très intéressant et très important, un cendrier. Et en plus, ce personnage qui a plusieurs servants à la maison pourrait très bien dire ramène-moi un cendrier. Donc vraiment, on sent bien que cette idée de je vais casser la barrière, mais en même temps ne pas montrer le vide entre les deux est accentué par l'action. Et quand il se lève, il revient avec le cendrier pour le donner à l'invité. On ne voit plus la femme. Donc on sent bien que voilà, le mari est un empêchement, comme souvent dans la vie, dans ce genre de relation. Et le mari, la même chose, discute avec l'invité et s'avance et efface encore une fois la femme. Donc là, on en vient de plus en plus à se dire, oui, on est du côté de l'homme, l'invité, pardon. Il voit ce mari comme quelque chose en trop dans cette relation et de superficiel. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est on va se rendre compte que le mari, finalement, c'est pas qu'il va offrir sa femme à l'invité. Chez les Indiens, il y a vraiment un sens de l'hospitalité, mais à ce point-là, non. Mais c'est dans la tête, évidemment, de l'invité. Et on va voir qu'avec ces plans qui vont évoluer, c'est un plan qui bouge un peu, on va voir que ces personnages, il y a un peu plus de liberté, de vide, enfin un peu moins de vide, et un peu plus de rapprochement entre eux. Et on voit bien que c'est lui qui est au centre de l'image, la caméra rapproche en libérant d'abord la femme et en faisant apparaître l'invité, jusqu'à la toute fin où le mari obstacle en fait est complètement effacé par un changement d'axe et où finalement il est beaucoup moins visible et finalement ne sont vraiment visibles dans ce plan moyen assis que les deux anciens amants. Et voilà. Alors pour finir, en espérant qu'il reste un peu de temps. Oui. Oui, en fait c'est l'avant-dernier, ou presque. Ou presque. Quand un personnage... Donc, alors, In the Heat of the Night, dans la chaleur de la nuit, donc un des grands films de l'ouverture de l'Amérique à la population noire américaine, tout simplement, avec Sidney Poitier, qui est disparu il y a peu. Et donc, dans ce film, le film commence, on est dans le sud des États-Unis, en Alabama, je crois, et ou Ohio, je ne sais plus, et il y a un meurtre, et la police arrive dans la gare, il voit un noir, Sidney Poitier, il l'arrête. C'est sûrement lui qui est lié d'une façon ou d'une autre au meurtre, enfin au meurtre. Et on l'amène, il ne dit pas un mot, et il dit, mais là, vous faites une erreur, c'est pas ça, là, à mon avis, il n'est pas mort comme ça. Il dit, mais pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu me parles comme ça? Ben, je suis policier, et en fait, c'est un grand policier de New York. Il se révèle, il a compris tous les problèmes, enfin tout ce que la police locale n'avait pas vu, Rod Steiger en étant le shérif local, et donc la femme du décédé demande à ce que ce soit vraiment lui qui dirige l'enquête, mais lui il est juste venu voir sa tante, je ne sais plus, comme ça, il repart le lendemain matin, et donc la scène que je vous propose, c'est le lendemain matin, il est dans la gare, il attend son train, et Rod Steiger, le shérif local, vient le voir en plan moyen, et même un plan moyen debout. Voilà, on y va dans ce petit extrait. Merci. Why you have to leave today? Lots of reasons. What would you say if I asked you to stay for a while? No.
Town needs a factory, Virgil. Corbett come down from Chicago to build it. I hear they're gonna hire 1,000 men. Half of them be colored. Know what that means? Probably got him killed. That's what Mrs. Corbett thinks. She wants us to catch her killer. No killer, no factory. Well, it's a lot of jobs for a lot of colored people. You follow me? Going home, man. They're your people. Not mine, yours. You made this scene. What do you want to do? You want me to beg you? Is that what you're after? Look, I've had your town up to here. Boy, it would give me a world of satisfaction to horsewhip you, Virgil. My father used to say that. Even did once or twice. It will not enough to suit me. You listen to me. Just once in my life, I'm gonna hold my temper. I'm telling you that you're gonna stay here. You're gonna stay here if I have to go inside and call your chief of police and have him remind you of what he told you to do. But I don't think I have to do that, you see? No, because you're so damn smart. You're smarter than any white man. You're just gonna stay here and show us all. You got such a big head that you could never live with yourself unless you could put us all to shame. You wanna know something, Virgil? I don't think that you could let an opportunity like that pass by. Alors, la grande question, c'est qui a le pouvoir ici? Qui domine l'autre? Ou quelqu'un domine-t-il l'autre ou pas, d'ailleurs? Alors, au tout début, on voit bien qu'il y a ce rapprochement à distance, en tout cas, du shérif dans le cadre de Virgil, ici. Donc, il y a ce rapprochement des différences. Et la mise à distance nous dit bien qu'il n'y a pas une si grande différence que ça. On voit moins les différences, en tout cas, entre blanc, noir ou pas. Il y a ce rapprochement. Ou est-ce que même c'est une comparaison? Est-ce que le plan moyen ici nous permet pas de nous dire tiens, ils se ressemblent un peu, même s'ils sont à distance, à une légère distance en tout cas. Et il y a une sorte d'égalité là, comme ça, qui se forme quand ils s'assoient sur le banc. Mais moi, quand je vois ça, je me dis, je pense à cette image qu'on a tous vue. Là, j'ai piqué au tout début de Mississippi Burning d'Alpan, mais c'est une photo de Alan Parker. Et c'est une photo qu'on a tous vue sur cette partition entre blanc et noir. Et donc, ah non, alors peut-être qu'il n'y a pas de rapprochement, peut-être qu'il y a une égalité ou une égalité un peu énervée. Et donc, il y a une position de force, évidemment. Sidney Poitier est quand même au-dessus de l'autre, mais on voit bien comment l'autre, par un petit mot, arrive presque à le rabaisser. Et il y a un retour, il y a quelque chose de très étonnant dans la séquence, c'est quand Sidney Poitier dit « Ah oui, mon père me dit souvent », en souriant, il y a quelque chose qui s'est cassé ici. Lui qui était un homme de force, qui imposait sur le shérif local, arrive presque à le comprendre. Alors, est-ce qu'il y a un réalignement ici? Est-ce que finalement, c'est le cas d'ailleurs, tout d'un coup, on a une suite de chant contre chant sur les visages de chacun des deux personnages, et pour presque casser cette différence qu'on voyait bien avec le plan moyen, justement. Le plan moyen montrait bien que l'un était un peu trop gros, l'autre est un peu blanc peut-être, l'autre très grand, mince, fort, jeune aussi peut-être. Et donc il y a ce plan à distance, comme ça, les deux repartent dans la même direction. Donc finalement, il y avait ce rapprochement et cette mise à distance des deux personnages. Et donc la question c'est, est-ce que, quand on finit le plan, on a l'un des personnages qui est plus grand que l'autre? Sidney Poitier, alors est-ce qu'il est plus grand, plus fort? Est-ce qu'il a gagné dans l'affrontement ou pas? Moi je me dis, des fois il faut bien regarder l'image. Et quand je vois qu'il traîne sa valise derrière donc, le shérif, et qu'on voit des triporteurs, non pas des triporteurs, des
diable de porteurs dans les gares, entre autres, ça le ramène à ce qui était une grande partie de Noirs américains du temps de la ségrégation. Enfin, on était encore en pleine ségrégation, mais un peu moins à l'époque. Et donc, il est le porteur de bagages, il est le suiveur, celui qui n'est pas le héros du film. Alors, comme j'ai prévu qu'on allait peut-être dépasser un peu, mais si on a commencé en retard, j'en viens à demander à Stéphane si on a 1 minute 30. Pas plus. Pas plus. On a 1 minute 30 ? C'est possible. Mais on les a. On les a. Donc, pour conclure, il faut conclure un peu les choses, des fois, et revenir au cinéma muet. Donc, un film très étonnant, The River, un film dont on a perdu les 2 premières bobines, dont on a perdu la dernière bobine, mais pour autant, c'est un très 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 beau film. On a dans ce film, donc en français, la Dame au corbeau, et la femme au corbeau, pardon. Et on a une femme comme ça qui a eu une aventure avec un type très peu recommandable, puisqu'il est en prison, et qui lui a laissé son corbeau pour la surveiller, pour qu'elle n'aille pas voir d'autres hommes. Il est très méchant, le corbeau, il n'est pas très bon. Et je trouve que ça n'a pas bien fonctionné, puisqu'un homme s'est introduit dans la maison, il est invité par elle, et elle le drague un peu. Et ce que je trouve intéressant dans ce dernier extrait pour conclure, c'est comment le plan, qui nous prouve que le plan moyen peut être un plan très intime. Beaucoup plus intime peut-être que des plans de rapprochement, des très gros plans. Voilà, on va voir ce dernier extrait de la soirée, donc de la Dame au corbeau. C'est juste pour contredire l'idée peut-être trop rapide qu'un plan moyen serait un plan moyen qui montrerait un peu tout. Mais dans cette séquence, vous ne trouvez pas qu'il y a un rapprochement très très charnel, très doux en même temps, presque complémentaire des 2 corps là, qui ont l'air de s'emboîter l'un dans l'autre, qu'un gros plan n'aurait pas permis tout simplement ici. Donc comme quoi un plan moyen, ça peut être un plan qui n'est pas simplement un plan qui est dans l'entre-deux, mais qui est dans l'un, dans l'autre, peut-être ici. Et voilà. Et donc, comme vous le savez, donc, juste après, vous avez Chantons sous la pluie. Alors je ne sais pas s'il y a une petite pause pour ceux qui en ont besoin, si le film passe. Non, on peut y aller. Et donc voilà, donc on sera là pour discuter à la fin, à l'issue de Chantons sous la pluie, hein, donc un film de Stanley Donen et Gene Kelly.